Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. À Angoulême, après qu'une jeune fille de 17 ans ait accouché clandestinement dans les toilettes de son lycée, l'éducation nationale ouvre une enquête. Personne n'a rien vu ni remarqué. Violent incident à Santiago du Chili entre forces de l'ordre et manifestants anti-Pinochet. L'ex-dictateur qui affiche une nouvelle vitalité, le malade imaginaire, évoque la presse britannique. Situation tragique au Mozambique, la solidarité internationale se met en place. Des milliers de personnes encore piégées par les eaux alors que le pays attend un nouveau cyclone. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, France 2 diffusera à partir de lundi cette saga sur l'émancipation des droits de la femme à travers l'histoire de Victoire, interprétée par Marie Trintignant, que j'ai le plaisir de recevoir. Une fiction en 3 épisodes réalisée par Nadine, sa mère. Il n'y a aucune raison de bouder son plaisir. Les valeureux tricolores ont eu raison à Édimbourg de l'équipe écossaise cet après-midi dans le stade Archicombe de Murrayfield. Et pourtant, le 15 de France n'avait pas tous les atouts en main. Ces derniers jours, il fut beaucoup question des blessés ou des absents. Mais il n'y a que le résultat qui compte. Après un quart d'heure de cauchemar, la victoire est bien française. Christophe Duchiron, Jean-François Hoffmann. Curieusement, c'est au son du canon et dans un stade transformé en champ de tir que la rencontre a débuté. Passé la fumée blanche, ce sont les Français qui tirent les premiers. 10 minutes de jeu, Thomas Castagnède récupère le ballon grâce à l'effort successif de beaucoup de ses camarades. Il aplatit entre les poteaux le premier essai du match, chaudement applaudi par Marie-Georges Buffet, ministre des Sports qui portait des gants noirs. 38 minutes de jeu, alors que la France mène 10-3, l'arbitre anglais expulse sévèrement Mylène Tamac pendant 10 minutes pour acte d'anti-jeu. Les Bleus jouent à 14. 5 minutes plus tard, Milou est rejoint sur le banc des pénitents par Jean Daudet. Même tarif, même punition, mais cette fois les Français jouent à 13. 10-6 pour les Bleus à la mi-temps. Mais dans le vestiaire français, Bernard Laporte va piquer une colère. On ne monte pas, en défense, on peut plaquer un mot, on peut placoter, on peut une rafale avec 80 mètres. Faut monter les tamponner, on va pas les attendre. Soit plus les chercher, on reste là alors, hein. À la reprise, alors que les Bleus sont toujours en infériorité numérique, le demi de mêlée écossais Nicole marque entre les poteaux. C'est la première fois que le 15 de France encaisse un essai dans le tournoi des 6 nations. L'Écosse mène 13-10. Mais il faut croire que l'explication musclée de Laporte a remis les Bleus désormais à 15 contre 15 dans le droit chemin. 68 minutes de jeu, un joli coup de pied à suivre de Lossuc, Ntamak pour Olivier Magne qui aplatit. La France reprend l'avantage. 5 minutes plus tard, à peu de choses près, on prend les mêmes et on recommence. Énorme percée des Mylène Tamac, bien aidé quand même par la défense fantôme des Écossais. Généreux dans l'effort, il offre un deuxième essai à Olivier Magne. Cette fois, la France tient sa victoire. Féliciter les joueurs sera ma première envie. Et puis leur dire qu'on avait dit qu'il fallait gagner, nous l'avons fait. Certaines choses ont marché, d'autres non, mais c'est ça, c'est à travers des matchs comme ça que nous grandirons, je le répète, et qu'il faut chercher à progresser. Même si les Écossais furent décevants, même si les Français n'ont pas joué à leur meilleur niveau, l'équipe de Bernard Laporte a montré qu'elle était capable de se passer de certains joueurs blessés et non des moindres, alors chapeau bas aux remplaçants. J'en viens à présent à cette histoire à peine pensable, difficilement acceptable, reflet désolant de notre société. Une lycéenne d'Angoulême a accouché clandestinement mercredi dernier dans les toilettes de son lycée. Personne n'a rien vu ni remarqué dans l'établissement, semble-t-il. Et l'immense détresse d'une adolescente de 17 ans se croyant tenue de cacher sa grossesse pendant 9 mois. Le corps du nouveau-né a été retrouvé dans une poubelle. L'éducation nationale a ouvert une enquête. François Privat, Alain Darigrand. À Angoulême, l'incompréhension et la douleur dominent au sein du groupe scolaire Marguerite de Valois. Une communauté de près de 3000 élèves. La plupart restent traumatisés après la découverte du nouveau-né abandonné dans une poubelle de l'établissement par l'une de leurs camarades âgée de 17 ans. On est choqués. On voit que ça peut arriver à tout le monde. Déjà, elle n'avait pas assez confiance en elle pour pas en parler aux autres. Et je sais pas. Mais bon, c'est dommage qu'on réfléchisse à ce stade-là, qu'on soit arrivé là pour réfléchir. Je trouve ça assez déplorable, c'est la limite de l'incroyable. Alors, est-ce que les profs ont fermé les yeux pour pas avoir d'histoire ou pas Ça après, c'est pas à nous de juger, mais c'est grave quand même. Je pense que c'est très grave. Élève de seconde du lycée professionnel, la jeune fille fréquente cet internat. Elle a accouché seule, dans les toilettes. La veille encore, elle participait à un cours d'éducation physique. Puis plus tard, elle a rencontré les 2 infirmières de l'établissement. Elles aussi ne se sont aperçues de rien. C'est une élève qui a fait du sport jusqu'au bout. Un cas
Un cas qui n'est pas courant, mais un cas que l'on rencontre. Ça veut dire donc que physiquement, on ne voyait pas que cette élève était enceinte? Ah oui, là je suis formel, hein. On a eu une réunion avec des médecins. On ne pouvait pas effectivement déceler cette grossesse. Dans ce lycée réputé calme, on souhaite tirer rapidement les leçons de cette affaire, alors que les syndicats soulignent encore une fois le manque d'infirmières et de médecins scolaires. Il y a un énorme manque de postes, puisque vous savez peut-être que 38% des médecins d'éducation nationale sont vacataires, et que ce n'est pas avec un médecin d'éducation nationale pour 7500 élèves qu'on peut faire de la prévention, comme Madame Royal voudrait nous le faire croire. C'est le travail en équipe qui permet d'échanger entre adultes et d'essayer de voir ensemble les signes parfois ténus de la détresse d'une élève. C'est le rôle du système scolaire. Dès lundi prochain, une cellule de soutien psychologique à destination des élèves de lycée sera mise en place. Parallèlement, l'enquête judiciaire devra déterminer la cause du décès du nouveau-né. Dans le Var, hier, après le double meurtre d'une adolescente et de son demi-frère, un jeune homme de la même famille a été placé en garde à vue. Un autre est activement recherché. L'enquête s'oriente vers une histoire de famille, un drame dont les versions divergent. Michael Darmon, Gérard Gallion. Des éclats de voix, des disputes. Les voisins de cette villa hierroise en entendaient souvent. Arnaud, par exemple, savait que les relations entre Jean, le père du petit Damien, et beau-père de Laouria, Kamel et Linda étaient tendues. Je pensais pas que ça allait en arriver là. Je pense que ça s'est déjà eu des petites histoires, ils se sont déjà engueulés, des fois il y a eu un peu les mains, mais jamais arrivé là, quoi. Jamais. Mais hier soir, peu avant 20 h, le drame éclate au 13 de l'impasse Canet. Alertés par les parents d'Arnaud, les policiers découvrent Damien, 10 ans, et sa demi-sœur Linda, 17 ans, tués par plusieurs balles tirées à bout portant. Blessé, c'est le compagnon de la mère des enfants qui s'est traîné chez ses voisins et a accusé un proche d'avoir tiré avec un fusil 22 long rifle. Quelques minutes de fouille dans le jardin et l'arme est récupérée par les enquêteurs. Prostré devant la villa, le jeune Kamel, frère de Linda, sera entendu toute la nuit, puis placé en garde à vue. Suspect numéro 1, il rejetterait la responsabilité des meurtres sur son frère Laouria, 23 ans, un marginal réputé violent. Quant aux parents, ils n'ont pu témoigner. Le père a été opéré de sa blessure ce matin et la mère des deux victimes en état de choc est toujours hospitalisée. Les autopsies des deux jeunes victimes et les analyses d'ADN relevées sur l'arme notamment n'ont pas encore donné de résultats. Pour les enquêteurs, ces éléments seront décisifs car ils permettront de confronter les différentes versions et les emplois du temps de cette famille recomposée mais désunie au point peut-être de n'avoir pu éviter les fusions de sang. On évoquait cette semaine la possibilité de rouvrir le dossier du meurtre du petit Grégory en recherchant l'ADN sur les timbres des lettres du corbeau. Cette technique de recherche d'empreintes génétiques, mise au point il y a 10 ans, a profondément transformé le monde judiciaire. À Bordeaux, scientifiques, magistrats et enquêteurs réunis en colloque pour faire le point sur ce qu'apporte à la justice la preuve par l'ADN. Valérie Hermite, Frédéric Delarue. Il y a 10 ans, cet homme aurait peut-être été condamné. Patrice Padet avait avoué le crime de la jeune Anglaise Caroline Dickinson. La preuve par l'aveu, balayée par une autre preuve infaillible, celle de l'empreinte génétique. Patrice Padet fut innocenté grâce à son ADN. L'ADN ou la carte d'identité biologique d'un individu. Sa découverte a profondément modifié les enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, tout indice, même invisible, peut parler, ce qui implique un luxe de précaution de la part des enquêteurs. Le gendarme ou le policier arrivant sur une scène des crimes, notamment le technicien, doit être équipé avec une coiffe, un masque buccal, une combinaison, des gants, des surbottes. La précision des résultats d'ADN a une autre conséquence. Les juges d'instruction y ont forcément de plus en plus recours et les laboratoires commencent à saturer de demandes. L'ADN, une preuve majeure qui a révolutionné un autre pan du droit, celui de la filiation. L'affaire Montant en est la démonstration la plus médiatique, mais cela concerne des centaines d'anonymes. On sait que si on déclare qu'un tel est le père de l'enfant, eh bien ce sera véritablement la réalité et la vérité biologique. De plus en plus rapide, de plus en plus précise. Jusqu'où ira la recherche biologique au service de la justice? Nous sommes encore bien loin de toutes ces applications. En Angleterre, il y a un programme de travail qui a été publié aux États-Unis cet été et qui étudie la forme du visage, la forme du nez, la couleur des cheveux. Et donc peut-être qu'un jour, à partir d'une tache de sang, on aura le portrait robot.
L'ADN, un outil redoutable, mais qui peut être dangereux à manier, et les enquêteurs en ont bien conscience. On peut imaginer effectivement comme manipulation d'une scène de crime le criminel d'habitude qui en fait laisse sur les lieux où il a fait le guet pour préparer son coup des mégots de cigarettes mais qui ne sont pas les siens. Restent quelques chiffres qui font froid dans le dos. Les Américains ont procédé à des analyses ADN sur 28 personnes condamnées pour viol ou pour meurtre. Il s'agissait en fait de 28 innocents. À Santiago du Chili, le face-à-face sous haute tension des manifestants anti-Pinochet contre les forces de l'ordre devant le palais présidentiel. De violents incidents qui marquent ces premières 24 heures du retour au pays de l'ex-dictateur qui aura passé sa première nuit de liberté après quelques 500 jours de détention en Grande-Bretagne, portant comme un étendard sa santé retrouvée. Dominique Derda, Édouard Perrin. Ce sont des tambours de deuil. Dans les rues de Santiago, les opposants au général Pinochet manifestent leur tristesse et leur colère. Celle d'avoir vu rentrer libre au Chili l'ancien dictateur, celle surtout de l'avoir découvert en si bonne forme, lui que l'on disait trop malade pour être jugé. Je ne sais pas le mot exact, c'est se moquer des gens. Aujourd'hui, Pinochet est retourné. Et qu'il est retourné soi-disant parce qu'il est malade, quand nous l'avons vu dans quelles conditions. Il s'est levé de sa chaise et il a commencé à marcher. Augusto Pinochet, de toute évidence, n'a plus envie, plus besoin de faire semblant. À peine arrivé à l'hôpital militaire, il en est reparti pour cette luxueuse villa à l'est de la capitale. Protégé par l'armée, adulé par ses partisans, à 84 ans, le vieux général peut dormir tranquille. Il ne risque plus rien. Pinochet ne sera jamais jugé, il ne sera jamais condamné pour aucun des crimes ou délits dont on l'accuse. Bien sûr, il y aura des poursuites, mais elles ne mèneront à rien. Les forces armées ne le permettraient pas. Devant le palais de la Moneda, la manifestation pacifique tourne à l'affrontement. Les plus excités des manifestants, des jeunes d'organisations de gauche, s'en prennent aux forces de l'ordre. Le Chili, décidément, est bien loin d'avoir réglé ses comptes avec son passé. Et comme un gigantesque pied de nez aux experts médicaux, ces images d'Augusto Pinochet qui semble avoir retrouvé une certaine vitalité. La presse britannique en fait sa une. Le vieux dictateur aura donc réussi à abuser les spécialistes, à moins que tout ait été prévu pour qu'il se laisse abuser. La polémique s'accentue. Benoît Duquesne. Vicente Alegria était à la tête du mouvement contre Augusto Pinochet. Pendant tous ces mois, il s'est battu pour éviter cela, le retour du dictateur dans son pays qui ne pouvait être à ses yeux qu'un gigantesque pied de nez à la face de la communauté internationale. J'ai toujours dit et répété depuis le début que le général Pinochet était un menteur. Pourquoi ce gouvernement et Jacques Straw ne nous ont-ils jamais écoutés? Jacques Straw ne peut plus raconter d'histoire sur l'éthique de sa politique. Les droits de l'homme en tant que priorité de ce gouvernement n'existent pas. C'est un mensonge. Cette résurrection n'a bien sûr pas échappé à la presse. Le plus grand comeback depuis Lazare, s'exclame le Mirror, et en plus il marche, complète le Guardian. Et le doute s'installe sur l'imposture que semble avoir été cette fuite à travers l'Angleterre, cette exfiltration soigneusement organisée par le gouvernement britannique, de telle sorte qu'on ne voit jamais le visage de cet homme, supposé malade. Dans cette fondation médicale qui travaille avec les victimes de la torture, on n'a guère de doute sur le sens à donner à cette farce macabre. Les images à la télévision montrent bien qu'il reconnaît les gens. Il est heureux de les voir, il les embrasse. Cela pour moi ne ressemble pas à un homme qui a des troubles cognitifs. Je pense que c'est un très bon acteur et qu'il est tout à fait capable de simuler. Alors les regards se tournent vers Jacques Straw, le ministre de l'Intérieur, et sa mine satisfaite. Y a-t-il eu accord avec les Chiliens pour utiliser l'excuse médicale et se sortir de ce mauvais pas? Selon la presse, Pinochet aurait bénéficié dès le mois de septembre des conseils d'un psychiatre chilien pour l'entraîner à simuler des troubles mentaux. De là à penser que tout a été arrangé depuis le début, en tout cas Jacques Straw sera sans doute amené à s'expliquer sur cette décision qu'il revendique seul, mais qui rejaillit sur l'ensemble du gouvernement britannique qui n'en sort pas grandi. Au Mozambique, l'aide internationale se met en place avec notamment l'arrivée des secours britanniques et français. La mobilisation est impérative. Le pays ravagé par les inondations redoute un nouveau cyclone alors que des milliers de personnes sont toujours prises au piège. Thierry Curté. L'eau recouvre une région grande comme la Suisse. Tout déplacement par voie terrestre est donc impossible. Seul l'hélicoptère permet les secours.
Les villages les plus reculés sont isolés depuis un mois. Livrés à eux-mêmes, les habitants ont survécu en récupérant les vivres qui dérivaient. L'aide internationale a mis beaucoup de temps à prendre la mesure de la situation. Mais les moyens aériens venus d'une douzaine de pays permettent désormais une accélération des évacuations. Plus les vols se multiplient, plus l'on découvre des situations d'urgence. Nous avons beaucoup de travail. Nous avons entendu dire que 600 personnes s'étaient réfugiées sur une mince bande de terre. Ils sont en très grande détresse et n'ont aucune nourriture. On nous a même rapporté que certains d'entre eux auraient le choléra. Nous allons essayer de les secourir et d'isoler ceux qui seraient malades pour éviter tout risque d'épidémie. Pour beaucoup, il n'est plus question de retourner vivre au village. La peur s'est installée et puis de toute façon, ils n'ont plus rien. En tant que responsables de la municipalité, nous les avons déplacés. Nous les avons amenés ici où nous allons leur donner une nouvelle terre qu'ils pourront garder pour toujours. L'urgence est désormais de transporter les vivres et moyens sanitaires dans les villages où l'eau commence à redescendre. La catastrophe a réduit à néant une bonne partie des récoltes. Il faudra donc aider le Mozambique durant plusieurs mois. Au Kosovo, dans la région de Mitrovica, la violence est quotidienne et pour le secrétaire général des Nations Unies, elle a atteint un niveau intolérable qui risque de se propager. Depuis jeudi, des familles albanaises sous surveillance militaire se sont réinstallées dans le nord de la ville à majorité serbe. Le calme est aujourd'hui précaire. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Ponsinet, Gilles Jacquet. Il fallait passer à tout prix. Alors la CAFOR a mis les moyens. Objectif, faire réintégrer leurs appartements à des Albanais qui habitaient du côté serbe. Ils arrivent au cœur de l'émeute. C'est en véhicule amphibie blindé qu'ils ont dû traverser la rivière. Leur arrivée redouble la colère des Serbes. Alors les soldats frappent un peu plus fort. Les affrontements ont fait 12 blessés légers, dont 5 militaires. Ainsi vont les opérations de relogement à Mitrovica. À l'intérieur, les familles albanaises attendent les clés des appartements. La CAFOR a remis les serrures que les soldats avaient fait sauter lors de perquisitions. Ils vérifient que chacun s'est installé dans son logement. Les Serbes de l'immeuble veulent bien retrouver leurs anciens voisins albanais, mais pas de nouveaux occupants. Les Serbes ont la hantise de l'invasion. Dans cet appartement, une balle s'est fichée au plafond. Ça s'est passé il y a un mois. C'est pour cela que le propriétaire avait quitté les lieux pour se réfugier de l'autre côté de la rivière. Sa famille est restée. Elle appelle pour savoir comment s'est passée la traversée. Son mari a l'air décidé à rester, malgré les problèmes de sécurité. Je ne vis pas non plus dans de bonnes conditions de l'autre côté de la ville. Ma femme et ma fille sont chez mon frère, mon fils chez un autre frère, et moi je suis ailleurs. Ce n'est pas satisfaisant non plus. Du balcon, on entend encore les manifestants serbes. Les Albanais, eux, cherchent à se rassurer. Oh, ils sont seulement 200, ça va. Ce soir, les familles relogées sont toujours dans leur quartier, ceinturées par les forces de l'ordre. Le programme devrait se poursuivre les prochains jours. Une passerelle doit être installée pour désenclaver les 3 immeubles. Cette première phase doit se poursuivre en principe par une seconde, non moins difficile. La réinstallation de Serbes dans la partie albanaise de la ville qu'ils ont fui presque en totalité. En France, Roland Dumas, qui a démissionné de la présidence du Conseil constitutionnel, a été hospitalisé ce matin à Bordeaux. Il devrait y subir une opération de la hanche prévue depuis plusieurs semaines. Au chapitre politico-judiciaire, les juges d'instruction qui avaient en charge l'affaire de la MNEF ont terminé leur enquête concernant Dominique Strauss-Kahn. Sous 20 jours, il sera décidé ou non de renvoyer devant un tribunal correctionnel l'ancien ministre. Et dans le cas d'un éventuel procès, il pourrait être jugé rapidement, peut-être même avant la fin de l'année. Retour sur cette réunion occulte qui s'est déroulée il y a plus d'un mois autour de la même table, nationalistes corses, représentants du Grand Orient et du Parti socialiste, après les remous au PS dont nous faisions état dans nos journaux, ambiance de règlement de compte entre les frères du Grand Orient. Michel Fine. Philippe Guglielmi est l'ancien grand maître du Grand Orient de France. Il vient d'envoyer à son successeur Simon Giovanai cette lettre. Une véritable mise en garde après la réunion très controversée
organisé au Grand Orient entre des nationalistes corses et des responsables francs-maçons du Parti socialiste. Simon Giovanai, le nouveau grand maître, avait organisé cette rencontre avec le président du Conseil économique et social de Corse, Raymond Cecaldi. Parmi les francs-maçons figurait aussi Serge Jacobovic, à l'époque membre de la direction du PS, suspendu depuis de ses fonctions par le parti. Côté nationaliste, 4 hommes, parmi lesquels un membre du mouvement Corsica Viva. Joe Peraldi a affirmé à plusieurs journalistes qu'il était présent ce jour-là. Mais le grand maître du Grand Orient ne se souvient pas l'avoir rencontré. Il faut dire qu'entre-temps, Joe Peraldi a été arrêté. Il a reconnu devant des policiers avoir organisé les attentats de l'URSSAF et de la DDE en plein jour à Ajaccio. Au sein du Grand Orient de France, la réunion organisée par le grand maître a provoqué bien des remous. Simon Giovanai a dû s'expliquer devant le Conseil de l'Ordre. Aujourd'hui, son prédécesseur revient à la charge. Il écrit dans sa lettre qu'il s'interroge sur le bien fondé de cette réunion. J'estime, dit-il, que les effets en sont désastreux. Et il ajoute « Je vous exhorte à retrouver la voie de la transparence mise en œuvre ces dernières années ». Cette lettre est un désaveu. Certains au Grand Orient évoquent désormais l'éventuelle démission de Simon Giovanai, mais pour l'intéressé, il n'en est pas question à ce jour. La sécurité dans nos assiettes a commencé par celle de nos enfants, avec ce parti pris d'une centaine de villes françaises qui a décidé de bannir des cantines scolaires tout produit génétiquement modifié dans la composition des menus. Françoise Vallet et Philippe Turpot se sont rendus à Lorient. Tu as déjà mangé des OGM? Oui, ça, je Tu sais ce que c'est? Je sais, c'est le brioche sympathique et puis on m'a du Nutella ou de la confiture dessus. Ça s'appelle comment alors? Les OGM. À la cantine scolaire de Lorient, on aime aussi les brioches, le chocolat et la confiture, mais sans OGM. La chasse aux organismes génétiquement modifiés est ouverte depuis 2 ans et elle commence ici, sur le quai de livraison des marchandises. Christophe Bouillot contrôle scrupuleusement les étiquettes sur lesquelles la présence éventuelle d'OGM doit être mentionnée. Mais la réglementation n'étant pas toujours respectée, il va plus loin en exigeant des garanties auprès des fournisseurs. Pour appliquer cette mesure, on a demandé à nos fournisseurs de nous expédier des certificats de conformité concernant certains produits, notamment tout ce qui était maïs et soja. 4 produits ont été rayés des listes, mais la tâche reste difficile. Les additifs et arômes, très souvent issus d'OGM, ne sont pas signalés. Leur étiquetage ne sera obligatoire qu'à partir du 10 avril prochain. Quant à la viande, il est actuellement impossible de garantir l'absence d'OGM. Et comment pouvez-vous être sûr que ces volailles n'ont pas mangé de produits avec OGM? Aujourd'hui, on ne peut pas vous le certifier. Par contre, on a demandé aux fournisseurs de nous dire ce qu'ils pensaient faire à l'avenir sur la nourriture des animaux. Et certains s'engagent à donner des végétaux sans OGM. À Lorient, le conseil municipal a pris cette décision à l'unanimité, même si certains experts soulignent que les risques pour la santé n'ont pas été prouvés. L'absence de nocivité n'est pas prouvée non plus, donc nous avons pris du recul en attendant que les faits se traduisent par des éléments indiscutables. À Lorient, la cantine sans OGM concerne 4000 personnes par jour, surtout des enfants. Mais en France, dans de nombreuses cantines, le menu transgénique est souvent imposé. À Nîmes, plusieurs milliers de cyclotouristes se sont réunis cet après-midi, une manifestation de soutien en faveur de ces familles qui ont perdu un de leurs proches fauché par un automobiliste la semaine passée. Le cortège défilait en silence, les manifestants descendus de vélo, brassards noirs et une seule banderole. Usagers de la route, respectons-nous, c'est une question de vie ou de mort. Au Japon, la fureur de ces passionnés de jeux vidéo qui ont campé des nuits entières en attendant l'ouverture ce matin de la caverne d'Ali Baba avec la mise en vente de la PlayStation numéro 2, une console révolutionnaire qui ne sortira en Europe qu'à l'automne prochain. Jean-Bernard Schmitt. Certaines files d'attente ont atteint 1 km de long. Coûte que coûte, il fallait être les premiers à entrer dans les magasins de jeux vidéo, les premiers à avoir ça. La PlayStation 2, dernière née des consoles de jeux. Selon son constructeur, Sony, elle est plus performante que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et comme cela a été dit et bien dit, certains sont venus du monde entier pour la trouver. Je ne pouvais pas louper ça, quoi. J'ai toutes les consoles, celle-là elle sort, je me suis dit il faut que je vienne ici, que je la prenne. C'est obligé.
Nous devons attendre jusqu'en décembre en Angleterre. Donc nous sommes venus pour savoir combien de temps il faut attendre pour en acheter une ici. Résultat, des milliers de machines vendues dès ce matin. Sony prévoit d'écouler 1 million de consoles lors des 2 premiers jours et espère vendre 100 millions d'exemplaires en tout. L'opération a été bien montée. Le constructeur a entretenu un savant mystère autour de la PlayStation 2. Puissante, elle peut lire les anciens programmes, les CD, les DVD et dans un avenir proche se connecter à Internet. Tout cela pour 2400 francs. Seul problème mais de taille, il n'y a encore que très peu de nouveaux jeux disponibles. Un inconvénient qu'il faudra résoudre pour survivre dans la guerre des consoles vidéo. Car il y aura des morts. Le constructeur Sega par exemple est déjà en perte de vitesse. L'autre géant, Nintendo, prépare une machine révolutionnaire pour l'hiver. Et pour ne rien gâcher, c'est au tour de Microsoft de s'intéresser à ce marché qui progresse de 25% par an. Mais pour découvrir la console américaine rivale des japonaises, il faudra attendre l'an prochain. Ce soir, les derniers défilés du prêt-à-porter de l'hiver 2000, une folle semaine qui aura su convaincre que la mode fait partie intégrante de l'univers de la création artistique. Les musées s'y intéressent. Et en guise de bilan, Nicole Cornu-Langlois et Bernard Connor ont décidé de retenir 3 collections les plus marquantes, qu'on aime ou pas: Chanel, Ungaro, Galliano. Les codes et les couleurs qui font le style Ungaro s'affichent haut et fort. Les pois se mélangent au lainage chiné ou aux tenues de camouflage. Une nécessité de plaire à une nouvelle génération. Ces jeunes femmes arborent leurs chaînettes d'or, parfois en guise de bustier. Le tout avec des robes asymétriques. Une mode énergique qui reflète une volonté de mieux vivre. La mode n'est pas un phénomène isolé. Elle est tributaire à des phénomènes économiques, sociaux, culturels. Le masculin féminin, des tailleurs en rayures tennis ou en cuir, devient troublant, accompagné de chemisiers de soie, de satin ou de dentelle érotiquement répartis. C'est cela, je crois, qui est le fonction de la mode, c'est le désir des femmes. Et les tenues de séduction, c'est la prédilection d'Ungaro. Des robes baissent un peu l'abat-jour pour un dialogue plus intéressant. En bottes de caoutchouc, les femmes habillées par les fantasmes de John Galliano ont un autre discours. Là, il s'agit d'épater, de s'amuser. Le pire côtoie le meilleur. Le spectacle de carnaval est réussi. Pour s'habiller, mieux vaut aller dans les boutiques. Effets spéciaux, originalité, dynamisme, Karl Lagerfeld a réussi une superbe collection pour Chanel. Un douillet matelassage s'accompagne de délicats bijoux. Les accessoires, les ceintures en particulier, se font plus discrets. Plus de chaînes maison, mais des sigles un peu partout. Les gros pulls accompagnent le jean usé. Les petits manteaux stricts gancés remplacent la veste traditionnelle. Et le soir, tout éblouit. Les drapés, les couleurs, les paillettes, une abondance d'inspiration pour des glamour girls comme les chante Madonna. Le Zénith à Paris sera rouvert au public à partir du 10 mars prochain. De nouvelles mesures de sécurité ont pu être mises en place. Ainsi, les victoires de la musique retransmises en direct samedi prochain par France 2 pourront avoir lieu. À quelques jours de la Journée internationale des femmes, France 2 a choisi de diffuser dès lundi prochain le premier des 3 épisodes de Victoire ou La douleur des femmes, une saga signée Nadine Trintignant et qui retrace un demi-siècle de combats et de lutte pour l'émancipation de millions de Françaises à travers une histoire faite d'amour et de drame et qui commence en 1939. Marie Trintignant, c'est vous qui tenez magistralement ce rôle de Victoire, une jeune femme qui traverse donc sur 3 époques le quotidien de plusieurs générations. Tout de suite, un extrait. On voudrait nous faire croire que la consommation journalière d'hormones de synthèse est sans risque. C'est faux. La vérité, c'est que la pilule entraîne l'obésité et le cancer. Et qu'une poignée de médecins à la solde de l'industrie américaine fait entrer en France, sous le prétexte thérapeutique, un poison. Contrairement à ce que vous venez de dire, docteur Coste-Lambert, aucune étude ne prouve que la pilule soit nocive. Je ne suis ni cancéreuse ni obèse. Cette conférence s'adresse aux étudiants de la faculté de médecine. Mais justement, il faut qu'ils sachent que 6 millions d'Américaines, 500 000 Anglaises, 400 000 Allemandes, plus de 100 000 Françaises utilisent la pilule et qu'il n'y a eu aucune séquelle. Au contraire, des milliers de vies ont été sauvées. Vous n'êtes pas habilitée à parler, madame.
Je pense que si. En tant que responsable du planning familial, j'apporte des précisions. En tant que médecin, gynécologue, je sais que les avortements clandestins, l'utilisation des sondes, des aiguilles à tricoter et diverses plantes est un réel danger pour les femmes. Et vous le savez aussi. Vous êtes de ces médecins qui bafouent quotidiennement la loi et les directives du Conseil de l'ordre en faisant la propagande de la contraception. Aujourd'hui, nous pouvons enfin offrir aux femmes la possibilité de faire des enfants quand elles sont prêtes, de le décider librement à deux. Je dirais plutôt que vous voulez faire de l'acte sexuel un acte stérile et irresponsable. Non, au contraire, nous voulons être responsables et décider de nous-mêmes le moment d'être mère. Marie Trintignant, bonsoir. Un demi-siècle de combat, de lutte, d'abord clandestine, souvent inorganisée, puis mieux structurée, avec comme propos pour ce film, j'ai envie de dire un pari qui était très ambitieux, presque prétentieux, emphatique. Il est passé à côté de l'emphase, justement, pour, me semble-t-il, un film, une fiction réussie, et qui est un peu à côté du militantisme un peu excessif. C'était ce que vous vouliez. Parce que c'est comme ça que vous l'abordez. Oui, on ne voulait pas que ce soit manichéen, que les hommes aient l'air de monstres et les femmes merveilleuses. On voulait que ce soit... Les hommes, ils ont dû être un petit peu perdus parce que tout ça a dû arriver trop vite. Et il y avait aussi l'idée de savoir quand même tout ce que ces femmes ont fait pour nous. On a une image très caricaturale des féministes, un peu excessive et un peu hystérique. Et je pense, moi je sais que ma génération n'est pas très au courant de tout ce qu'elles ont fait et que les générations d'après c'est encore pire. Et je pense qu'on ne peut pas combattre quelque chose et continuer à faire avancer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, sans savoir son passé. C'est partout pareil. Donc je trouvais important de raconter tout ça d'une manière pas didactique, qui soit plutôt... qui fasse rêver, qui soit romanesque et qui en même temps vous donne plein d'éléments. Il y a l'amour, il y a le drame, il n'y a pas qu'une histoire d'un combat ou d'une lutte. Alors vous interprétez merveilleusement le rôle, je dirais, et j'ajouterai tout de suite que vous avez été récompensé, vous avez déjà le prix d'interprétation de la FIFA avant même que le film ne soit diffusé, ça doit être plutôt confortable pour vous. Oui, c'est bien, mais c'est un rôle magnifique, c'est une femme, c'est très beau cette femme, parce que en fait elle lutte pour que l'avortement soit accepté, alors qu'elle a été se faire avorter, l'avortement a raté. Mais après, elle va lutter contre ça. Simone Veil, qui est la femme qui a fait passer cette loi, n'était pas a priori une femme pour l'avortement. Et elle a lutté parce qu'elle était généreuse, qu'elle était bonne et qu'elle a vu qu'il y avait une urgence et qu'il y avait des choses à faire. Qu'est-ce qui vous a touché, ou quel point de ressemblance peut-être entre ce personnage de Victoire, qui est rebelle, battante, presque trop parfaite? Et moi? Oui. Oh, mais ça va être prétentieux. Non, je dirais rien, Victoire. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage et comment vous avez eu envie de l'aborder? Est-ce que vous vous retrouvez en elle? Je me retrouve en elle dans mes meilleurs moments. Mais oui, on a tout ça en nous, mais c'est toujours pareil. On ne sait pas comment on réagirait devant telle action. Est-ce que torturer, on parlerait ou pas? Moi, j'en sais rien. Est-ce que j'aurais pu, si j'avais été à la place de Victoire, être aussi généreuse et combattre autant de choses? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que cette femme me touche parce que je pense qu'on l'a tout en nous et que de temps en temps, qu'une femme sur tant de femmes réagisse et fasse des choses, ça fait avancer doucement. Alors donc, c'est Nadine Trintignant, c'est votre mère qui a réalisé le film. Est-ce que chez vous, on parlait beaucoup de cette émancipation des femmes? Je crois que c'était quelqu'un d'assez engagé. Est-ce que vous avez baigné, en tout cas toute votre enfance, votre adolescence a baigné dans ces droits de la femme, ces revendications? Ou est-ce que vous avez encore des choses à découvrir et appris des choses à travers ce film? Mais oui, j'ai appris plein de choses à travers ce film. Et ma mère est elle s'est beaucoup battue, elle a fait des films très militants, elle a signé le fameux manifeste, mais elle est très pudique avec tout ça. Alors elle en parle un peu, mais elle en parle très pudiquement. Et pour elle, il y avait comme une évidence, puisqu'elle s'est battue vraiment pour ce combat-là, il y avait une évidence. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, par exemple, sur cette époque qui est quand même si proche en même temps? Mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont troublée. C'est vrai que le droit de travailler, c'était en 65. Sans l'autorisation, attendez. Oui, bien sûr. Le droit de travailler sans autorisation de son mari et d'avoir un carnet de chèques et de toucher son argent. C'est vrai qu'on oublie ça. 65, c'est il y a pas longtemps. C'était hier. Ouais. Vous pensez qu'on regardera autrement les femmes après ce film? C'est le but de l'opération, j'espère. On a l'impression qu'il y a beaucoup de douleurs muettes, qu'elles ont beaucoup souffert. C'est vrai que même les hommes il y a des choses qui sont difficiles pour nous à dire à l'homme qu'on aime. Alors,
Sur le tournage, il y a une chose qui nous avait troublés avec ma mère, c'est qu'il y a plein d'hommes de l'équipe technique qui sont venus nous voir en nous disant « Ma femme, je la verrai plus pareil ». Alors on s'est dit, bon, bah déjà, il y a un petit bout qui est gagné. Une toute dernière question, très rapidement. C'est plus facile de tourner quand on est enrobé par l'amour maternel, le regard merveilleux de cette caméra qui vous a si bien filmé? Oh, Ou elle demande beaucoup, votre maman? Elle demande beaucoup et c'est très heureux de travailler avec elle parce qu'elle prend, Elle prend aussi. Merci, donc diffusion lundi sur France 2 pour le premier de ces épisodes. Merci. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Violents incidents à Santiago du Chili entre forces de l'ordre et manifestants anti-Pinochet. L'ex-dictateur qui affiche une nouvelle vitalité. Le malade imaginaire évoque la presse britannique. Les valeureux tricolores ont eu raison à Édimbourg de l'équipe écossaise de 28-16 cet après-midi dans le stade archicomple de Murrayfield. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, Fou d'humour. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit le sculpteur Ousmane Sow. Midi DMA, présenté par Paul Amar. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.